Et coucou les gens, c'est encore l'Archiprof. Alors, l'Archiprof a failli hier, j'ai eu un petit bug, mais maintenant je peux retourner tranquillement, j'ai mon petit Cortado, il n'y a pas de souci. Donc tu remarqueras sur ma petite plateforme là, donc il y a un tas de nouveaux textes, va fouiller un petit peu, toujours utile pour le bac. Nos amis, les figures de style, je les ai mises ici, voilà. Tu remarques, il faut cliquer sur analyse, c'est là où tu as le contenu du cours. Et nous, on en était où? On en était aux figures. Tu as un sujet, tu vois. Pour vraiment l'appuyer, tu vas démultiplier les aspects de ce sujet. Tu vas faire une liste des choses qu'il y a à penser à ce sujet. Tu vois, donc comme ça, à chaque fois, tu appuies sur ton sujet en question. C'est le principe de l'énumération que certains profs appellent accumulation. Tu accumules des aspects sur le même sujet. Comme ça, tu l'appuies bien. La gradation, c'est quand en fait l'ordre des mots dans ta liste, il est décidé par rapport à une progression. Je te montre dans un instant avec l'exemple. Une lettre, des lettres persanes, Montesquieu, des siècles des Lumières, 18e. Et dans ce texte, en fait, il décrit une société idéale, la société des troglodytes. Pour ceux qui savent, c'est la lettre 12, un classique. Dans cette société, tu vas avoir une nouvelle génération, parce que les premiers troglodytes, ils étaient immoraux. Une nouvelle génération qui, elle, est parfaitement vertueuse. Et vraiment, c'est la société utopique parfaite. Ils avaient de l'humanité, ils connaissaient la justice, ils aimaient la vertu. Qu'est-ce qu'on remarque? Il fait une liste. Il fait une liste sur l'idée de qualité morale. Il ne va pas simplement dire qu'ils avaient une qualité morale, il va dire 3 fois 3 types de qualité morale: humanité, justice, vertu. Comme ça, là, on a bien compris qu'ils étaient moraux, ces troglodytes. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Alors, si on réfléchit, humanité, justice, vertu, pas de gradation. C'est 3 types de qualité morale, rien à signaler. Par contre, si on regarde le verbe, on a avoir, connaître, aimer. Avoir, tu vois, c'est tout simple. Moi, j'ai un portable, il est dans ma poche, il n'y a rien à signaler. Maintenant, connaître, par contre, il y a quelque chose en plus. Dans la connaissance, il y a une idée de savoir. C'est-à-dire que j'ai réfléchi à la chose, j'ai appris la chose. Donc, c'est un peu plus fort que le simple avoir. Et ensuite, aimer. Là, pour le coup, non seulement tu as réfléchi à la chose, mais tu y as donné ton cœur. Tu as mis ton cœur en avant parce que tu aimes cette chose, parce que tu as un lien affectif avec cette chose. Donc tu vois qu'en fait, tu vas avoir une gradation avec des verbes de plus en plus forts, avec des liens qui sont de plus en plus étroits. D'abord, l'avoir, j'ai ma vertu dans la poche, pas de souci. Ensuite, la connaissance, j'ai appris, j'ai étudié la vertu. Et enfin, l'amour. J'aime la vertu, je suis naturellement tourné vers la vertu. Plus on observe ces troglodytes et plus ils paraissent vertueux, moraux, etc. La répétition, pas la peine de te faire un dessin, tu répètes. Je ne vais pas définir le mot. Tu répètes le mot 2 fois parce que tu cherches à marteler dans l'esprit de ton interlocuteur cette idée. L'anaphore, c'est simplement une sous-catégorie de la répétition. L'anaphore, c'est quand tu répètes ton mot ou ton groupe de mots en tête d'une phrase, dans le cas de la prose, ou en tête de tes vers, dans le cas de la poésie. Donc voilà, tu le répètes, tu le mets au début de ta phrase, au début de ton vers, et tu fais ça plusieurs fois dans le texte. Œuvre au programme Les Contemplations de Victor Hugo. Donc il est question d'une discussion entre 2 personnes qui cavalcadent dans la forêt sur des chevaux, et ils parlent de la vie après la mort. Et tu vas avoir un personnage qui va dire que les morts, ils sont disparus, on va pas en parler, ils sont plus là, ils sont plus parmi nous. Et alors là, t'as son interlocuteur qui dit: mais t'es fou, mais t'es un espèce de fou, toi. Les morts gisent couchés sous nos pieds dans la terre. Les morts, ce sont les cœurs qui t'aimaient autrefois. En début de vers, à chaque fois, il répète les morts. Pourquoi il fait ça? Parce que justement, il cherche à réaffirmer la présence des morts. Les morts, c'est les morts ils sont là, les morts, ils sont parmi nous. Les morts, il faut y penser, les morts, il faut y réfléchir, les morts, voilà. Tu vois, anaphore, juste pour bien marquer cette présence des morts, pour insister sur les morts, c'est tout. La polyptote, c'est quoi? C'est une quasi-répétition. C'est-à-dire que tu ne vas pas répéter tel quel le mot, tu vas répéter un mot qui lui est apparenté, qui appartient à la même famille. Tel est pris qui croyait prendre. Tu répètes pas prendre, tu répètes une autre forme verbale, pris. Pris et prendre. C'est une polyptote. Mais tu vois, c'est le même principe qu'une répétition. C'est pour insister. Une œuvre au programme, toujours utile, Archiprof. L'œuvre au programme Le Rouge et Noir de Stendhal, et on nous fait la description d'un personnage assez médiocre qui est très orgueilleux, c'est le maire de Verrières, et qui est en fait un pauvre type, puisqu'il est tout à fait transparent, tout à fait sans relief, sans personnalité, et on nous dit de lui dans ce portrait:
Ses cheveux sont grisonnants et il est vêtu de gris. Tu remarques quoi? Grisonnant et gris, c'est apparenté. Grisonnant, en fait, c'est juste gris avec le suffixe onnant qui signifie qui tend vers. Grisonnant qui tend vers le gris. Donc en gros, ici, on fait une petite polyptote, grisonnant et gris. Pourquoi? Pour bien marquer la monotonie de ce personnage. Il est ennuyeux à mourir. Le bonhomme, il est gris sur gris. Il n'y a pas une seule couleur chez lui. Il est vraiment plat. Il est gris comme un matin d'hiver. Il va être trempé dans la suite de l'histoire. Miskin. L'hyperbole classique des classiques. Tu parles d'un sujet et tu es en train d'exagérer. Deux manières de faire. La première, c'est quand tu utilises des intensifs. Un intensif, c'est un type d'adverbe. Un adverbe qui vient en fait mettre un accent, qui vient renforcer un adjectif ou un verbe. Tellement, si, extraordinairement, très, immensément, monstrueusement, incroyablement, etc. Tout ça, c'est des intensifs. Tu les rajoutes juste pour dire c'est très 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 fort. Les intensifs, tu les repères à l'œil, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu vas avoir des hyperboles un peu plus subtiles qui jouent sur le sens des mots. Typiquement, je meurs de faim. Non, tu n'es pas en train de mourir. Tu as faim, mais tu n'es pas en train de mourir. Tu as ramené ce mot, mourir, pour bien accentuer, pour bien renforcer et pour faire une hyperbole parce que tu as un très fort sentiment de faim. J'ai pris l'Assommoir de Zola. Il y en a deux en fait dans cette citation. On est en train de décrire Gervaise qui est une lingère, donc elle est dans son petit atelier avec son linge sale et elle est en train de le ranger. Maintenant, toujours assise au bord du tabouret, elle disparaissait entre les chemises et les jupons. Elle avait devant elle les draps, les pantalons, les nappes, une débâcle de malpropreté. Qu'est-ce que tu remarques ici? Elle disparaissait entre les chemises et le jupon. Déjà, non. Ok, elle est un peu cachée, ok, elle est au milieu de ces gros tas, mais ça va, elle n'est pas en train de disparaître non plus, on va se calmer. Donc là, par rapport au sens du mot disparaître, on est déjà dans de l'hyperbole. Mais encore plus, on accentue à mort, hein, dans la dernière partie de la phrase, on a déjà une énumération, les draps, les pantalons, les nappes, une énumération qui montre justement à cet entassement de choses. Et derrière, on va avoir une petite métaphore, une débâcle de malpropreté. Débâcle, ça se réfère au vocabulaire militaire, c'est la défaite. C'est qu'en fait, sur le champ de bataille, tout le monde parle dans tous les sens et c'est le chaos. Parce qu'en fait, on fuit. T'as le désordre de la pièce, et là on va lui donner les apparences d'un espèce de cataclysme militaire. On va donner des proportions épiques, c'est-à-dire que ça va paraître énorme. Une débâcle, c'est quelque chose d'énorme sur un champ de bataille. Et ça, c'est une hyperbole. Alors je t'ai dit que c'était une métaphore, parce qu'en fait, il y a une association entre l'idée militaire de débâcle et l'idée normale, conventionnelle, quotidienne de malpropreté. Donc c'est bien une métaphore. Et bien en fait, là, on a affaire à une métaphore hyperbolique. On peut associer figures de style entre elles. Et là, pour le coup, c'est le cas. Donc non seulement on a une énumération, mais cette énumération, elle se conclut sur quoi? Sur une métaphore hyperbolique. Là, tu vois à quel point de la figure de style, il y en a. Des figures de style pour enchaîner. Des figures de style pour enchaîner, je veux dire quoi par là? C'est quand tu fais des listes. L'énumération, si tu veux, c'est une liste normale où on va utiliser des virgules et on va terminer sur la conjonction de coordination et. Les conjonctions de coordination, tu te souviens, c'est mais, ou, et, donc, or, ni, car. Maintenant, on peut aller plus loin par rapport à ces enchaînements. On peut soit supprimer toute conjonction de coordination et on va utiliser simplement des ponctuations, virgule, point virgule ou deux points. Et donc on va enchaîner les choses à toute vitesse parce que du coup il n'y a plus de lien, il n'y a plus de connecteur entre ces différentes choses. L'exemple c'est quoi? C'est la religieuse de Diderot. Dans la religieuse, tu as quelqu'un qui intègre les ordres. Intégrer les ordres, ça veut dire qu'elle devient religieuse et qu'elle intègre un couvent où elle va vivre dans l'adoration de Dieu, dans le recueillement et dans les prières. Bon, tradition catholique européenne. Or, cette personne, elle a vu des choses dans ce couvent, elle a vu des choses très étranges. Et elle raconte comment elle a vu à un moment sortir une femme folle furieuse d'une cellule, d'une chambre. Je n'ai jamais rien vu de si hideux. Elle était échevelée et presque sans vêtements. Elle traînait des chaînes de fer, ses yeux étaient égarés. Elle s'arrachait les cheveux, elle se frappait la poitrine avec les poings, elle courait, elle hurlait, elle se chargeait elle-même et les autres des plus terribles imprécations. Elle cherchait une fenêtre pour se précipiter. Ici, tu as remarqué quoi? On enchaîne à toute vitesse les propositions avec des points-virgules. C'est ce qu'on appelle une ascendette, c'est-à-dire qu'on a supprimé toutes les conjonctions de coordination. Et ça donne du coup cette impression d'accélération, de rythme fou, justement pour décrire les actes, le comportement de quelqu'un qui est totalement fou. La précipitation de la syntaxe, à savoir l'ordre de la phrase, les structures grammaticales de la phrase, ça te montre
l'état psychologique de cette folle qui vient de sortir de la pièce et qui commence à partir en délire, à se frapper, à frapper les autres et à insulter tout le monde. Voilà. On a dit qu'on a supprimé toutes les conjonctions de coordination. Cette fois-ci, on va les multiplier, on va les démultiplier à outrance. Et en fait, on va alourdir la phrase à mort. Par exemple, je te dis je bois et je mange. La syndète, ça va être je bois, je mange. Voilà, tu sautes de l'un à l'autre. Et la polysyndète, ça va être et je bois, et je mange, et je m'en fiche de ce que tu penses, etc. Tu vois, t'insistes à mort. Le petit exemple, c'est Candide, cette fois-ci, la fin du conte philosophique de Voltaire, 18e siècle, les Lumières encore. Au programme pour les classes techno, Voltaire, mais pas Candide. C'est l'ingénu qui est au programme cette année. C'est la conclusion avec Pangloss, un personnage qui joue les petits malins, qui passe son temps à philosopher et qui va prétendre trouver la morale de l'histoire au travers d'un raisonnement où il résume l'ensemble des aventures qui leur est arrivées. Et il va dire « Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles, car enfin, si vous n'aviez pas été chassé d'un beau château à grands coups de pied dans le derrière pour l'amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n'aviez pas été mis à l'inquisition, si vous n'aviez pas couru l'Amérique à pied, si vous n'aviez pas donné un bon coup d'épée au baron, si vous n'aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d'Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des cédrats confits et des pistaches. » Tu remarques qu'il a démultiplié les liens avec car et si. Donc des si, il y en a sans arrêt, si vous n'aviez pas été, si vous n'aviez pas, si vous n'aviez pas, si vous n'aviez pas. Pourquoi il fait ça ? Pour montrer en fait que sous prétexte de réfléchir et de philosopher, on a affaire à un raisonnement totalement faux, totalement stupide même, d'une lourdeur crasse. Et il enchaîne comme ça des liens logiques alors qu'en réalité c'est pas du tout logique. Ce qu'ils ont vécu c'était l'horreur, c'était l'enfer, il n'y a pas à disserter. Il prétend trouver des causes, des raisons, il prétend trouver un sens à tout ça, mais non, non ça va. Tu ne la fais pas, Pangloss, on voit très bien que ton raisonnement il est en carton et pour le coup c'est la polysyndète qui nous le fait sentir. On a vu pour le coup qu'il y avait des figures qui permettaient d'enchaîner, qui permettaient d'accentuer. Là on veut des figures qui mettent face à face les choses, tout simplement. Pourquoi je les ai mis ensemble ? Parce que c'est le même principe, ça joue sur des sens contraires. Donc dans l'antithèse, je vais placer ces deux mots de sens contraire dans la même phrase à proximité. Mais ils ne sont pas directement reliés. Hein. De la lumière, il est parti dans l'obscurité. Voilà, ça c'est une antithèse parce qu'on les met pas très loin l'un de l'autre et on comprend que la phrase elle joue sur un balancement qui va d'un contraire à un autre. Ok ? L'oxymore, c'est un peu plus compliqué. Tu prends tes deux termes antithétiques, tes deux termes de sens contraire, et tu les rapproches et tu les fusionnes. Tu vois, tu les fusionnes et ça donne toujours des choses assez étranges. Par exemple, là, on a dit lumière et obscurité. Ben, une oxymore, ça serait une lumière obscure ou une obscurité lumineuse. Déjà, le premier exemple pour l'antithèse, c'est la princesse de Clèves. On raconte l'éducation que sa mère lui a donnée, qui est assez originale, puisque sa mère tenait à tout lui apprendre de l'amour pour qu'elle puisse bien s'en méfier, à lui montrer ce qu'il a d'agréable pour la persuader plus aisément sur ce qu'elle lui en apprenait de dangereux. Deux sens contraires, l'agréable, le dangereux, et la phrase, hein, elle va de l'un à l'autre, c'est bien une antithèse. Pourquoi elle fait ça ? Parce que l'amour, c'est ambivalent. Il y a du bon et du mauvais. Tu vois, il y a des bons côtés avec la satisfaction du désir, ce sentiment d'être fort, d'être dans l'épanouissement de soi, etc., qu'on éprouve quand on a un amour heureux. Et inversement, il y a des mauvais côtés avec le fait qu'on devient tout fou, qu'on ne se contrôle plus, qu'on ne se maîtrise plus et qu'on est sous le coup d'une passion qui nous dépasse un petit peu quand même. L'amour, c'est ambivalent, l'amour, c'est double, c'est pas simple et moralement, on peut voir du bon et du mauvais. Alors, l'oxymore, maintenant, je t'ai pris un exemple qui est percutant, il est stupéfiant, c'est Supplément en voyage de Bougainville, encore lui, c'est notre ami indigène qui est en train d'enchaîner les Européens. Il va critiquer la culture européenne que prétendent diffuser les explorateurs. Il va leur rigoler au nez, il va leur dire « Nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. Tout ce qui est nécessaire et bon, nous le possédons. Sommes-nous dignes de mépris parce que nous n'avons pas su nous faire des besoins superflus ?» Inutile lumière, tu vois, ici lumière il faut entendre au sens de connaissance. Naturellement en tant qu'Européen, parce que justement on considère que c'est de bonnes choses, les connaissances, on va avoir tendance à trouver ça étrange d'associer ça à l'idée d'inutilité. Plus loin, on va avoir des besoins superflus. Alors là, c'est très étrange. Hein. Ce qui est superflu, par définition, c'est ce dont on n'a pas vraiment besoin. Donc à partir de là, comment un besoin peut-il être superflu ? On associe des choses de sens contraire ou de connotation contraire.
l'inutilité avec la connaissance, les lumières, le besoin avec le superflu. Ici, tu vas avoir un indigène qui se plaint des Européens. Pour faire ça, en fait, il utilise des oxymores où il développe les deux points de vue. Il a le point de vue des Européens et on a le point de vue indigène. Toi, tu appelles ça des besoins parce que tu trouves que c'est nécessaire, etc. Moi, j'appelle ça du superflu. Et donc l'indigène, quand il parle, en fait, il parle à la fois dans le point de vue de l'Européen, c'est des lumières et c'est un besoin, et il parle dans son point de vue à lui d'indigène, c'est inutile et c'est superflu. L'indigène, il a une intelligence par rapport à l'Européen, parce que là où l'Européen, il n'est capable que d'énocentrisme, c'est-à-dire de ne voir que son propre point de vue, l'indigène, lui, il est capable de se mettre à la place de l'autre, il est capable de sortir de son point de vue énocentriste, ce dont n'est pas capable l'Européen. Et donc là, tu vois, par l'oxymore, Diderot, il nous fait comprendre que l'Européen est trop fermé et l'indigène, au contraire, il a cette intelligence de s'ouvrir à la culture d'autrui et que c'est pour ça peut-être qu'on devrait le respecter, qu'on devrait quitter l'île. Pourquoi pas ? C'est quand tu répètes une structure grammaticale. Là, tu vois, on a dit qu'on mettait des choses face à face avec l'antithèse. Et bien, le parallélisme, ça permet de souligner ce face à face en ayant exactement la même structure. C'est comme si tu faisais un plateau de gauche, un plateau de droite. Et du coup, j'ai repris le même exemple que pour l'antithèse. La princesse de Clèves, l'éducation de la mère, elle lui montrait ce qu'il a d'agréable pour la persuader plus aisément sur ce qu'elle lui en apprenait de dangereux. On remarque le parallélisme avec ce qu'il de, ce qu'elle de. Tu vois le de ici ? Ce qui de, ce qu'elle de. Pourquoi on fait ce parallélisme ? Pour bien souligner l'antithèse, pour bien montrer que c'est du face-à-face avec exactement les mêmes constructions grammaticales de part et d'autre. Voilà, le parallélisme, ça permet de souligner cette opposition. Sans doute ce qu'on peut faire de plus fort en termes de symétrie. Le chiasme, c'est sur un modèle mathématique. D'un côté, tu vas avoir ça, et de l'autre côté, boum, tu as symétrie axiale. Même principe au niveau de la construction grammaticale ou des mots parfois. Alors l'exemple, il est tiré des Contemplations de Victor Hugo, c'est encore tiré de notre poème où on parle des morts. À quoi songeaient les deux cavaliers ? Leur fosse où l'herbe pousse, où s'effeuillent les bois. A, B, B, A. Sujet, verbe, verbe, sujet. Le sujet, il est là, le verbe, il est là. Ensuite, on va avoir le verbe à nouveau et le sujet en fin derrière. Donc, on remarque que c'est une symétrie axiale, comme tu peux le voir ici. Pourquoi il fait ça ? Parce qu'en fait, il est en train de dire, bon, les morts meurent, merci, mais derrière, la nature se poursuit, la nature continue. Sous quelle forme ? Sous la forme d'un cycle. De la pousse, donc avec l'herbe qui pousse, jusqu'au dépérissement avec les arbres qui meurent. On tourne en boucle entre le sujet et le verbe avec ce cycle végétal où des choses poussent et meurent. Notre exemple, c'est quoi ? C'est le loup et le chien de La Fontaine au programme. Le chien est en train d'expliquer son travail au loup. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire ? Parce que rien, dit le chien, donner à chasse aux gens, portant bâton et mendiant, flatter ceux du logis, à son maître complaire. Et là, donc, c'est encore en chiasme au niveau grammatical. C'est plus le sujet et le verbe, c'est le verbe et le complément. Flatter, verbe. Ceux du logis, complément. En l'occurrence, en COD. Ensuite, plus loin, à son maître, COI cette fois-ci, mais ça reste un complément. Et le verbe complaire. Verbe, complément, complément, verbe. Le chiasme, si tu veux, il centre la vie du chien autour de cette idée de logis et de maître. Tu vois, le chien, il ne peut pas s'éloigner de ça. Que tu prennes la phrase dans un sens ou dans un autre, tu retombes toujours sur ce centre, à savoir le logis et le maître. Le chien, il n'est pas libre, il est totalement soumis et enfermé dans cette espèce de chiasme qui nous représente la maisonnée, l'ordre et l'obéissance du chien. On termine avec les figures foutage de gueule. Pourquoi foutage de gueule ? C'est des figures où tu fais semblant de dire ce que tu dis. Quand tu fais semblant de dire quelque chose, tu es dans l'ironie. C'est tout. C'est absolument tout. Et l'antiphrase, c'est juste une sous-catégorie où tu dis exactement l'inverse de ce que tu penses, tu vois. L'ironie, c'est en général, tu dis quelque chose que tu ne penses pas vraiment. L'antiphrase, c'est quand tu dis l'exact opposé de ce que tu penses. Par exemple, t'es un malin, toi. Quand tu penses, t'es un crétin. On va aller voir du côté de Montaigne, chapitre au programme, des cannibales, donc dans les essais, et c'est la conclusion. Montaigne va nous raconter qu'il a eu un échange avec des indigènes des Amériques, et ces derniers donc ont parlé de leur structure sociale, et ils ont dit quelles étaient les fonctions du chef dans l'ordre social, qui trouve ça pas mal. Montaigne, il se dit, oui, c'est bien construit cette société politique, tout cela ne va pas trop mal.
Mais quoi, il ne porte point de haute chose. Tout cela ne va pas trop mal, jugement positif. Tu remarques, c'est une figure de style, c'est une litote. Tout cela ne va pas trop mal pour dire, bah, c'est très bien, chapeau les indigènes. Mais derrière, avec le mais, conjonction de coordination d'opposition, boum, le jugement positif, il est repoussé et on tombe sur un jugement négatif. Ah non, 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 les indigènes, merci, hein, porter des pagnes et compagnie, attends, et merci. Non, non, moi je veux mes autres choses. Les autres choses, c'est l'équivalent d'un pantalon. Tu comprends tout de suite, parce que tout le reste du chapitre, hein, c'était pas du tout dans cette optique, tu comprends que Montaigne fait semblant de dire ça. On fait de l'ironie, pourquoi ? Pour mettre en scène cette bêtise européenne énocentriste qui va juger l'indigène non pas par rapport à sa culture, non pas en approfondissant, en enquêtant, en se renseignant un petit peu, mais qui va se contenter des apparences et qui va se dire ah, des pagnes et un os dans le nez, attends non, moi je veux pas de ça. Tu vois, ça c'est typiquement l'énocentrisme bêta, stupide, et il faut pas en rester là, s'il te plaît quand même, tu vaux mieux que ça. Quand tu fais semblant de poser une question mais que tu n'attends aucune réponse, c'est pour créer une espèce d'interaction avec ton lecteur où tu le prends à partie, où tu l'interpelles entre guillemets. Ça implique ton lecteur qui va se poser la question à lui-même et qui va dire oui non mais c'est vrai que la réponse est évidente. Je peux n'être que d'accord avec lui. C'est encore notre ami indigène qui décidément n'en peut plus d'enchaîner les Européens et pour le coup il dit hey Bougainville, si un Tahitien débarquait un jour sur vos côtes et qu'il grava sur une de vos pierres ou sur l'écorce d'un de vos arbres, ce pays est aux habitants de Tahiti, qu'en penserais-tu ? Bon, alors tu vois, ensuite il va continuer à insulter Bougainville et compagnie, mais pour le coup, il lui pose bien la question, il le regarde entre deux yeux, il lui dit alors, tu vas faire quoi ? Tu vas dire quoi, hein ? Jusqu'alors, tu as fait ton européen, donc tu as fait le malin et compagnie, tu as dit ça c'est à moi, mais pense un petit peu, si tu te mets à la place du Tahitien, et même si le Tahitien encore mieux, il se met à ta place et qu'il commence à agir comme toi, qu'est-ce que tu vas dire ? Qu'est-ce que tu vas en penser ? Et là, forcément, tu vas dire, mais oui, c'est indigne. Tu vois, tu apprends à te mettre dans la position de l'autre et pour t'impliquer directement en tant que lecteur européen, parce qu'en fait, les Tahitiens, ils lisaient pas Diderot. Diderot, l'auteur, va mettre dans la bouche de son personnage une question rhétorique. On est un petit peu loin dans la vidéo, elle est longue, mais pour le coup, elle est complète, on se plaint pas. Pour toi, ami spectateur qui aura poussé jusqu'au bout le petit conseil, le petit secret de fabrication de l'archiprof. Quand tu as un doute, quand tu n'es pas sûr, est-ce que c'est bien une oxymore ou est-ce qu'on n'est pas dans une simple antithèse, tu prends le nom de ta figure de style et tu le passes en adjectif. C'est vraiment une astuce bébête mais qui fonctionne bien. Tu vois par exemple, au lieu de dire là on peut trouver une oxymore, tu vas dire là on a quelque chose qui a une tournure oxymorique. Tu vois, j'ai pas dit oxymore, j'ai dit oxymorique. Et en fait, quand tu fais ça, tu es en train de modaliser. C'est-à-dire que tu atténues un petit peu et tu dis, bon, je vais pas aller jusqu'à reconnaître l'antithèse ou l'oxymore, mais on a quelque chose qui est pas très loin. Hein. On est d'accord, toi et moi. Quand même, il y a un truc oxymorique là. Ce genre de précaution, des précautions de formulation, ça met dans de bonnes dispositions ton examinateur qui se dit, ça c'est quelqu'un qui sait être subtil, qui sait avoir des nuances dans son propos, et c'est ça que tu veux. Tu veux passer pour le bonhomme subtil qui ose dire les choses, donc il ose dire quand même oxymorique, mais quand même il est prudent parce qu'il a réfléchi à deux fois. Réfléchir ça suffit pas, il faut montrer qu'on réfléchit pour être intelligent, crois-moi. Donc Mehdi, je te remercie pour tes demandes qui me permettent de faire vivre la chaîne. J'adore tes petits compliments, n'hésite pas de m'en lâcher encore. La prochaine étape, ça va être quoi ? Ça va être des lives YouTube, je vais le faire. Je vais sans doute lancer sur Twitter un sondage pour voir quel est le texte et l'auteur ou l'œuvre la plus intéressante. Et je vous souhaite à tous une bonne énergie dans cette épreuve qu'est le coronavirus. Essayez de vous mettre à l'aise en dépit de l'enfermement. Voilà, c'était l'archiprof qui vous remercie et qui vous dit à la prochaine.